La Rance. C'est un bras de mer enclavé, mais toujours bercé d'histoires venues du large. De ces criques et villages sont partis les marins et leurs navires pour les lointains bancs de Terre-Neuve. Dans cette vallée maritime, les souvenirs sont rythmés par des marées presque aussi rapides qu'un cheval au galop. Mais tout a changé, ou presque, il y a 60 ans. La construction du barrage de la Rance a définitivement modifié la ria et le quotidien de tous ses riverains. En l'espace d'une génération, l'usine marémotrice a transformé cet écosystème et ses usages en profondeur. Comment les habitants de ces rives se sont-ils adaptés à l'évolution accélérée de leur estuaire et continuent de le faire aujourd'hui ? Tandis que prend fin la construction des parties latérales de l'ouvrage, commence la difficile opération de la coupure de l'estuaire avec la mise en place de piles creuses en béton qui serviront de point d'appui à un long bâtard d'eau. Les fondations sur lesquelles seront échouées les piles sont préparées à l'avance dans un caisson à air comprimé qui permet de travailler sous l'eau. Les piles, cylindres creux en béton armé, de 9 mètres de diamètre, sont amenés par flottaison. Des scaphandriers plongent pour examiner l'état des fondations, tandis que les piles sont basculées et immergées. Parmi les grands travaux d'aménagement du territoire, le barrage de la Rance reste unique. Pour la première fois au monde, l'homme allait dompter la force naturelle des marées pour produire de l'électricité. Ce projet monumental n'était à l'époque qu'un prototype, avec l'espoir de bâtir un ouvrage bien plus vaste à travers la baie du Mont-Saint-Michel. En juillet 1963, la coupure est effectuée. En amont, un second bâtard d'eau vient former avec le grand bâtard d'eau de coupure l'enceinte centrale où sera construite l'usine. Cette enceinte, asséchée par pompage, forme, au milieu de l'estuaire, une île creuse d'une surface de 10 hectares. Les engins de terrassement commencent à opérer. Pendant presque 3 ans, l'estuaire coupé de la mer s'est asphyxié. Sur plus de 20 km de côte, la vie marine a été presque entièrement détruite. À l'époque, les conséquences environnementales se sont pourtant effacées face à l'ampleur des défis techniques que devait relever ce projet hors norme. Si les chantiers emploient de nombreux riverains, l'entrée de la Rance dans la modernité aura aussi mis à l'arrêt l'activité et les traditions de nombreux habitants de ces rives. Le barrage de la Rance est aussi, comme toutes les conquêtes, la fin des habitudes, la mort du passé, la nostalgie d'un certain mode de vie que l'homme bouscule hardiment en forçant la nature. Après avoir parcouru plusieurs fois le monde, votre père, mademoiselle Charcot, disait, regardant ce magnifique paysage, je ne connais rien de plus beau que la rade de Saint-Malo et que l'entrée de la Rance. 30 ans après, les choses ont beaucoup changé, hélas. La Rance est morte. Elle est morte le 20 juillet 1963, le jour où les techniciens ont fermé le barrage, ce qui pour eux a été une fête absolument légitime et qui pour nous a été certainement un deuil. Un demi-siècle plus tard, le temps a fait son œuvre et les besoins en énergie des habitants de la Rance comme leurs usages ont bien évolué.
Pour de nombreux riverains, le barrage se résume souvent au pont devenu incontournable entre les deux rives. La partie immergée de l'usine qui se dissimule sous la route se ferait presque oublier. Mais dans les entrailles de la machine, François-Régis Chevreau veille à ce que les turbines continuent encore longtemps à tourner. Le côté surdimensionné de l'aménagement, les 700 mètres de long, les 30 mètres de haut, les 24 turbines, les 540 gigawattheures de production annuelle, tout ça c'est un site exceptionnel qui à chaque fois émerveille les visiteurs. Donc là je me dirige vers Saint-Malo. Et en fait, on est protégé de la mer par ce bâtard d'eau, cette grande vanne. Le béton est d'origine, on le surveille pour nous assurer qu'il n'y a pas de dégradation, mais vous voyez, il est encore impeccable. La seule évolution qu'on peut constater, c'est les concrétions marines. On a facilement plusieurs dizaines de centimètres de moules sur les conduits qui n'ont pas été nettoyés depuis longtemps. On doit aussi nettoyer la turbine parce que les moules empêche les échanges caloriques avec la mer et donc empêche le refroidissement tel qu'il était prévu à l'origine. Donc quand une machine chauffe, ça peut être un signe qu'elle a été colonisée de moules et qu'il faut aller la nettoyer. L'usine marémotrice, j'allais dire, peut durer autant de temps que dureront la Lune et le Soleil et les marées qui vont avec. L'entretien régulier qu'on réalise sur l'installation, sur les turbines, permet de rendre ce site éternel. Le barrage a de beaux jours devant lui, et ce pour plusieurs raisons. Pour EDF, c'est de toute façon une obligation de l'entretenir et de produire de l'électricité pour le pays. Donc EDF aura toujours cette mission-là tant qu'EDF gérera le barrage. Et d'un point de vue plus citoyen, une source d'énergie propre et renouvelable, locale, est de toute façon indispensable. On a besoin de ça pour le territoire. Donc je suis intimement convaincu que c'est un ouvrage bénéfique en fait. Donc ce serait frustrant pour moi d'imaginer qu'on ne le refasse pas. Je pense que l'intelligence collective permettrait de faire émerger un projet. C'est peut-être différent, mais de toute façon on a besoin d'électricité, en Bretagne. Donc voilà, ça me ferait bizarre d'imaginer qu'on se prive de cette source-là d'électricité. Mais c'est un peu de la fiction de se dire si l'usine n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait à la place. Je n'imagine pas qu'on puisse s'en passer sous quelque forme qu'il soit, que ce soit la production d'électricité, que ce soit la route, que ce soit la partie navigation. Il est indissociable de la vie locale. Si les services rendus par l'usine marémotrice semblent toujours évidents pour le territoire, les conséquences environnementales de cette énergie, presque verte, se sont-elles estompées pour les habitants de l'estuaire.
comment les riverains à poils, plumes ou écailles se sont-ils adaptés à cet héritage de béton? Eux, ce sont les cormorans. Ce qu'ils aiment, ce sont les longs bains de soleil pour faire sécher leur plumage en attendant le signal. Chacun a adapté sa technique au bouillonnement de l'usine. Les cormorans se laissent dériver dans le courant puissant pour chasser les poissons en profondeur. Les mouettes rieuses, elles, cueillent leur proie hébétée dans les remous de surface. Tous profitent des bancs de poissons disloqués par les turbines, offrant ainsi des proies isolées et faciles à capturer. Pour ces oiseaux pêcheurs, le barrage est devenu une véritable aubaine, synonyme d'un repas facile. Mais qu'en est-il pour les poissons et les autres organismes marins qui doivent traverser le bouillonnement des vannes ou passer entre les pales des turbines? C'est une question que Thomas Trancard et son équipe étudient depuis plusieurs années maintenant. Salut les gars. Je me rends compte que souvent, la société et nous, même les scientifiques, on a vraiment des a priori. Et en fait, on se rend compte que malheureusement, c'est jamais toujours plein, c'est jamais toujours vide. On n'arrivera pas à trouver ou difficilement une solution 100% propre, 100% parfaite qui convienne à tout le monde. Il faut que tout le monde fasse des compromis. Et malheureusement, les poissons, ils sont pas très bien représentés. Si nous, on n'est pas là pour les écouter, pour faire part un peu de leurs soucis, souvent ils passent un petit peu en dernier, c'est un petit peu dommage. Allez, c'est bon. Il y avait une vraie problématique, un vrai questionnement sur la raie brunette. C'est vrai que c'est un poisson de très grande taille, c'est le plus grand poisson dans l'estuaire. Donc on se demandait, bien sûr, on avait ces interrogations, est-ce qu'un poisson de cette taille va arriver à franchir facilement l'usine marémotrice de la Rance ou pas? Ah, super. Hop, nickel, merci. Allez, hop. Ça, c'est un hydrophone. L'hydrophone, c'est juste un micro qui a enregistré en fait tous les poissons qui sont passés à proximité. Et surtout quand. Et nous, bien sûr, on connaît la position de chacun de nos hydrophones dans la Rance. Donc maintenant, on va voir un petit peu si les restes sont présentés au barrage. Et en regardant les hydrophones à l'extérieur du barrage, on verra s'ils ont franchi ce barrage. Et on verra, par exemple, s'ils font des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur du bassin. Comme souvent, on a été étonné parce que les résultats ont montré des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant et c'est pour ça que je disais que souvent on est étonné, on part souvent avec des a priori. Alors la raie brunette, a priori, franchit assez facilement le barrage, donc on la voit partir. On a réussi à identifier les voies de passage, donc elle passe pas ni par l'écluse, on aurait pu penser qu'elle passait par les écluses, ni par les vannes. A priori, elle passe vraiment bien par les turbines, donc ça c'était la première surprise. Et surtout, on a vu des individus qui faisaient plusieurs fois des allers-retours. Donc on a l'impression que au niveau du comportement, il n'y a pas une grosse modification, une grosse perturbation de l'usine marémotrice de la Rance sur le comportement et le déplacement des raies brunettes. C'est bon les gars, ça enregistre, vous pouvez y aller. Ok. Allez. Oh, ouais, c'est bon, ouais. Bon courage. Dans les eaux profondes créées par le réservoir du barrage, il aura fallu plusieurs décennies pour qu'un écosystème s'installe à nouveau, sensiblement différent de ce qu'il était avant. Sur ces fonds marins loin de la lumière, s'étire un monde étrange, mais aujourd'hui bien vivant. Ces branches délicates, ou les mousses orangées,
n'ont en réalité rien d'une algue. Ici, l'animal remplace le végétal et les apparences sont souvent trompeuses. Elle, c'est une crevette Periclymenes. Et ce qu'elle aime, ce sont les anémones aux longs tentacules urticants. Ces animaux aux airs de fleurs partagent leur proie et offrent un gîte à la crevette qui nettoie soigneusement son hôte protecteur en retour. Les symbioses entre différentes espèces sont ici fréquentes et souvent essentielles pour faire face aux nombreux prédateurs qui peuplent ces eaux. Des petites bêtes jusqu'aux grandes raies brunettes, toute une chaîne alimentaire s'est ainsi reconstituée dans la Rance maritime. L'impact du barrage sur les fonds marins n'est-il alors qu'une histoire ancienne? Pour les résidents sédentarisés, peut-être. Mais pour ceux qui doivent migrer à travers l'estuaire, l'usine marémotrice ajoute une difficulté supplémentaire sur un chemin souvent déjà complexe. Pour mieux comprendre ces usagers particuliers, l'anguille est un sujet d'étude idéal. J'ai l'impression qu'il y en a. Deux belles argentées. Moi, ce que je trouve vraiment particulièrement passionnant dans l'anguille, c'est que c'est un très bon modèle pour nous apprendre à éviter ce qu'il ne faut pas faire. En gros, il y a 30 ans, l'anguille, c'était considéré comme invasif. Il y en avait partout. Il y a encore plus longtemps, les civelles, donc les petites larves qui maintenant coûtent 700-800 € le kilo, et ben on donnait à manger aux cochons, on s'en servait pour faire de la colle à papier peint. Et en même pas 30 ans, on a réussi à décimer entre, alors selon l'estimation, 90, 95, voire 99% du flux entrant. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors, diamètre oculaire horizontal, donc c'est 6,88. Donc là, on est pratiquement sûr que ça peut pas être un mâle en fait. Donc on est bien sur une petite femelle. 297 grammes. Elle a grandi, elle a passé toute sa vie sur le bassin versant de la Rance. Donc là, c'est une anguille qui a peut-être 5, 6, 7, 8 ans. Et donc maintenant qu'elle est prête à se reproduire, et ben elle va migrer. Elle va faire la migration inverse qu'elle a fait quand elle avait quelques mois. Et va aller se reproduire en mer des Sargasses dans quelques mois. Voilà, donc là le poisson est intubé. Donc en fait, on lui insuffle mécaniquement de l'eau avec de l'anesthésiant dans les branchies. Donc du coup, il va rester dans le champ anesthésique tout le temps, il ne va pas du tout se réveiller. Et on va pouvoir procéder à l'opération. Donc du coup, c'est une petite incision. Et hop. Là, le pitag et le taxon à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir le fermer. C'est quand même un poisson qui va faire plusieurs milliers de kilomètres. En nageant, voilà, c'est une anguille, donc c'est une nage serpentiforme. Et du coup, c'est la seule manière pour nous de nous assurer que la marque, elle va jamais sauter. Le poisson est marqué, on va vérifier la puce. Voilà, l'émetteur est activé, on a bien le numéro. Et on va pouvoir la mettre au réveil. Et dès qu'elle sera repartie, dans 10 minutes, un quart d'heure, on la remettra dans l'eau.
Alors les résultats de l'étude sur l'anguille, c'est vraiment la partie qui nous a le plus étonné. On partait vraiment avec des a priori que cet ouvrage de la Rance était vraiment transparent. Et en fait, on s'est rendu compte que seulement 30% des anguilles qu'on avait marquées avaient réussi à franchir ce barrage de la Rance. Dans les 70% qui n'ont pas franchi le barrage de la Rance, il y en a énormément qui ne sont même pas approchés, qui ne sont pas pénétrés dans la zone de moins de 5 km de l'usine marémotrice de la Rance. Donc ça, c'était vraiment une découverte vraiment inattendue, quelque chose d'assez bizarre, d'assez étonnant. Alors on a plusieurs hypothèses. Cet estuaire de la Rance, il a la particularité d'avoir un cycle des marées qui est modifié par la présence de l'usine marémotrice de la Rance, où ils vont accentuer des phases et raccourcir d'autres phases pour augmenter, pour maximiser donc la production d'énergie. Et donc ça pourrait éventuellement perturber les poissons qui du coup sont complètement désorientés et n'arrivent plus à trouver entre guillemets la sortie de l'estuaire. On n'arrivera pas à y répondre sans une seconde étude, mais c'est sûr que pour l'instant une des hypothèses c'est ça, c'est l'inversion du cycle des marées qui les perturbe, parce qu'on voit que la plupart elles progressent pas énormément, elles restent vraiment à l'embouchure de l'estuaire. En redessinant la durée et les courbes des marées, le barrage change le rythme de l'estuaire et le modifie en profondeur. Tous les bateaux qui entrent en Rance le savent bien. Une fois l'écluse passée, il leur faut oublier la mer et composer avec les éléments artificialisés. S'il impose aux navigants ses courants et son tempo, le barrage a aussi permis la création d'un vaste plan d'eau, profond et à l'abri de la houle. Dans cet espace clos, il a offert à la plaisance un terrain de jeu presque parfait. Les chantiers navals historiques de la RIA ont ainsi trouvé un nouveau souffle grâce aux coques époxy. Dans chacune des anses, les mouillages ont fleuri. Mais un seul port a été construit. Depuis sa création en 1991 à Plouer-sur-Rance, Liliane Faustin voit défiler sur ses pontons les habitués de ses rives, comme les voyageurs de lointains horizons. J'aime bien être là quand les bateaux rentrent. D'abord, ça nous permet d'avoir un contact avec les personnes. Et puis ensuite, s'il y a un problème, eh bien, on peut les aider. Bonjour. Je vous avais pas reconnu ce matin, on s'était pas vraiment vu. Tenez. Hop. Bon, je vous laisse. Merci. Voilà. Bonne fin de journée. Sur les pontons, toutes les personnes qui sont au moins en contrat de location annuelle, je les connais. Je vais dire que c'est déjà un port familial. C'est quelque chose sur lequel on a porté notre attention. C'est qu'on souhaite que les gens communiquent entre eux et se connaissent. Faire que le nautisme soit le catalyseur du tourisme, des contacts humains et autres. C'est vraiment ça qui me passionne. Vous allez me passer le bout à l'avant. Donc tu vas marcher à pied maintenant? Non, je vais prendre un hélicoptère. Ah oui, c'est pas mal. Ah ben là, je veux bien faire un tour. Je connais pas l'hélicoptère. Voilà. La navigation en Rance, c'est une navigation technique, parce qu'on a des effets Venturi, on a des goulets, donc le vent s'accélère, on a des renvois de vent parce qu'il y a des falaises. En même temps, c'est un plan d'eau sécurisant. Pour commencer la voile, il n'y a pas mieux. C'est un plan d'eau, je dirais, on va le dire sentimental. C'est un plan d'eau super, de par tous ces éléments-là, mais aussi par sa beauté. C'est-à-dire que vous avez les falaises, vous avez les couleurs, vous avez la faune, la flore qui est là. On a la chance de vivre une belle région. Moi, j'ai souvenir d'entendre mes parents me dire qu'on naviguait à l'Aviron en Rance à l'époque, il n'y avait pas de plaisance. Puis on va dire que dans les années 70, après la construction du barrage, la Rance est devenue un beau plan d'eau intérieur. C'est un avantage que l'on a de vivre de ces activités-là.
il y a les chantiers navals, il y a toutes ces choses-là qui se sont développées. Ça donne du travail. Mais en même temps, on doit être inquiet quand même par rapport à l'envasement qui existe. S'il n'y avait pas eu le barrage, il n'y aurait pas eu de port, il n'y aurait peut-être pas eu toutes ces infrastructures. Donc je ne vais pas, comme on dit chez nous, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais c'est inquiétant de voir l'envasement aujourd'hui. Et là, on est à la période charnière, à mon avis. C'est que si on ne fait rien aujourd'hui, dans les 2 ans qui viennent, là, après, il y aura beaucoup trop de vases. On sera complètement submergé et ça ne sera même plus la peine d'entamer quoi que ce soit. Donc si un jour, c'est les moutons qui prennent la place des bateaux, je me ferai bergère, quoi. Mais non, c'est pas ça. Je veux pas de ça, moi. Je veux que la Rance reste à la navigation, que la Rance reste comme elle est, comme elle était, et que ça soit un axe de vie. À chaque marée basse, le même paysage se dévoile. La vase a envahi les plages d'autrefois et des boues grises recouvrent aujourd'hui les fonds. Les herbus, ces îlots de végétation, finissent par fixer définitivement les sédiments et les terres progressent ainsi lentement dans l'estuaire. La navigation devient chaque année plus complexe, au point de se limiter par endroits à un mince chenal. Si la responsabilité directe de l'ouvrage peine encore à être démontrée, il agit incontestablement comme un catalyseur. L'usine marémotrice accélère ici un phénomène d'envasement naturel à tous les estuaires. Elle modifie le temps de ces lieux, presse son évolution et la rend visible en l'espace d'une génération. La ria perd son caractère maritime et pour de nombreux riverains, la situation devient urgente. Pour beaucoup, ce gris monochrome est synonyme d'une dégradation environnementale évidente qui menace aussi bien la nature de l'estuaire que ses traditions. Des solutions existent, mais se heurtent toutes à l'ampleur de la tâche et le coût que représentent ces opérations titanesques. Ce nouveau décor grisé risque ainsi de devenir bien familier. Faut-il continuer à se mobiliser pour restaurer les plages d'antan ou peut-on accepter ces paysages imposés? Les conditions de sédimentation créées par le barrage ont aussi offert une opportunité inattendue qu'ont exploité certains pêcheurs, comme Philippe Orveillon. Tu veux amarrer où, Tony? Plutôt sur l'arrière, là, ou je te mets juste le croc comme ça? Ça te va? C'est vraiment une passion d'enfance. Moi, je passais mon temps, quand j'étais gamin, sur la plage, sur la grève, à marée basse, à aller pêcher avec mon épuisette des crevettes. L'été, à nager avec un masque pour voir un peu les poissons en dessous. Et j'ai eu l'occasion, il y a une trentaine d'années maintenant, de faire coller, on va dire, ma passion et mon métier. Et en fait, j'ai redécouvert la Rance vraiment quand on a pu créer un travail sur le gisement de Coquille Saint-Jacques. C'est là vraiment que j'ai commencé à bien voir comment l'estuaire fonctionnait. Là, c'est juste ce qu'on appelle du soutien au stock, c'est-à-dire qu'on va renforcer ponctuellement le stock naturel pour éviter qu'on ait des creux dans la production d'une année sur l'autre en fonction des pontes naturelles. Voilà. Mais ici, la particularité, le gisement de la Rance, c'est un gisement qui est classé au niveau national et qui est exploité uniquement en plongée sous-marine. Au démarrage, c'était vraiment une expérimentation. Donc on a mis les plongeurs à tester dans un lieu clos, en fait. C'était ça le principe de base. Et on s'est aperçu que c'était un gisement qui était très dynamique et on travaille ça maintenant depuis une vingtaine d'années. On fait comme ça, bonne virée les jeunes. Il y a toute une vie économique et sociale dans l'estuaire et les pêcheurs en font partie. Mais ce ne sont qu'un des éléments de l'ensemble. On n'a pas une vocation à prendre du terrain sur les activités des autres. On travaille ensemble à des périodes souvent différentes, mais sur un même espace et on se partage les usages.
c'est la reine des coquillages de l'estuaire. Et ce qu'elle aime, ce sont les eaux riches en plancton et particules qu'elle filtre pour se nourrir. Les petites billes bleues sont autant d'yeux primitifs qui ornent son manteau. Avec un peu d'attention, ce substrat meuble découvre sa vraie nature. C'est un milieu riche et diversifié dont nous ne voyons que la partie émergée. Le toit d'un monde grouillant qui se presse pour consommer cette profusion de sédiments. Désenvaser et racler les fonds de cette ria sauverait-il réellement l'environnement de la Rance? Veut-on restaurer un écosystème sableux disparu au détriment d'un milieu vaseux aujourd'hui bien installé? Mais que valent finalement quelques vers et escargots face au bateau? Alors il y a des changements, il y a des trucs qui bougent. C'est vrai qu'il y a des endroits où tu as de l'herbu qui perd un peu de surface, à d'autres endroits il en gagne. À certaines périodes de l'année on voit des algues vertes pousser sur les vasières, après à d'autres périodes de l'année elles s'en vont. Voilà, c'est un estuaire, c'est vivant. Mais de là à dire que ça se dégrade parce que ça change, c'est pas toujours le cas. On peut changer mais sans que ça soit une dégradation, c'est juste autre chose. Je regarde si je vois des petites traces. Je vais arrêter par là pour voir. Je sais pas si je vais faire fortune, je le sens pas bizarrement. Bon, faut que j'arrive à remplir au moins un panier, le reste après. Ça sera vraiment histoire de dire que je suis pas venu pour rien. Là c'est une coque. Et moi je suis plutôt en train de chercher des palourdes. Ça marron. Tu mets les doigts dans la vase comme ça et tu essaies de sentir où il y a des trous. Si tu arrives à délimiter la forme du coquillage qui est dans le trou, voir s'il est petit, s'il est gros, s'il est vivant, s'il est mort. C'est bizarre, la sensation est bizarre. La couleur, ça fait penser, ouais pareil, à un truc pas très propre, mais c'est quand tu vois la vie qu'il y a là-dedans, tu te dis que ça doit pas être si mauvais. Sur les vasières, c'est bon, déjà la palourde, il y en a vraiment en grande quantité. Et ça, je pense que c'était pas comme ça avant. Il y a vraiment un biotope qui s'est créé et qui fonctionne au rythme du barrage et non plus au rythme des marées naturelles comme avant. Les habitudes de travail qu'on pouvait avoir, on les a adaptées à ce nouveau rythme-là dans cet endroit précis. Donc c'est une autre façon de travailler l'endroit. Là, tu vois, autour de nous, là, on n'est que 3 aujourd'hui en professionnel. Et on voit, il n'y a pas de pêcheurs amateurs. On n'a que des pros qui viennent là. Parce que c'est un peu le coup de la difficulté de marcher un peu dans la vase. Le fait qu'on se salisse un peu, on met de la terre partout. Donc du coup, on n'est pas très nombreux à venir se promener sur cette partie de l'estuaire. Bon, ça c'est pas mal. De fait, c'est des endroits qui sont inaccessibles à l'homme. Et quand on voit partout où l'homme passe les dégâts qui sont faits, on se dit que quand il y a des petites zones où il n'a pas trop d'accès parce que c'est pas très confortable pour lui, c'est des petites zones de tranquillité qui sont pas si mal que ça. Puis c'est surtout de la tranquillité pour les oiseaux, pour les petites bestioles qui vivent là-dessus, je pense. Parce que nous, on n'y vient pas tout le temps, c'est que quelques jours par an, justement, pour préserver les stocks. Donc voilà, c'est vraiment des espaces qui sont un petit peu privilégiés.
Entre deux marées, le garde-manger se découvre pour les habitants ailés de l'estuaire. Différentes espèces se partagent l'espace et pour ne pas se marcher sur les pieds, chacun a développé sa technique. L'huîtrier pie utilise son bec droit et puissant pour ouvrir les coquillages ou bien attraper les vers de surface. Le courlis cendré s'est quant à lui fait une spécialité des galeries alambiquées. Ce qu'il aime, ce sont les petits crabes ou les mollusques cachés qu'il va débusquer à l'aide de son bec courbé. Toute l'année, il parcourt la vasière, mais durant l'hiver, il la partage avec des résidents temporaires. Ici, tous ne demandent qu'une chose, tranquillité et vue sur sédiments. Certains, comme les bernaches cravants, ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir profiter de ces vacances embasées. Ces populations et leur évolution sur les bords de Rance sont suivies par des naturalistes comme Gaël Le Chapt depuis des années. Regardez sur le côté gauche, on en a 200 déjà. Alors là, ce qu'on entend, c'est les bernaches qui sont en groupe, qui discutent, tout en mangeant tranquillement les petites algues qu'on va trouver sur la vasière. Notamment ce qu'on appelle vulgairement les algues vertes. Allez, hop. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Alors toujours en faisant attention à ne pas déranger les oiseaux. C'est quand même la première chose à laquelle il faut faire attention. Pour moi, chaque milieu a sa spécificité, va avoir ses espèces associées. Il n'y a pas un coin meilleur que l'autre. Ça va dépendre du vent, ça va dépendre de la marée, ça va dépendre de la météo. Chaque fois qu'on observe les animaux, on apprend plein de choses. Puis après, ça donne envie d'aller dans la littérature gratter un petit peu plus. Voilà. Se coucher moins bête tous les soirs, c'est super important ça. Là, on va se mettre au bord. Oh, c'est suffisamment pour les voir et réussir à les identifier. Donc dans ce cas-là, pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. Là, la marée est en train de monter en plus. Enfin, la Rance. La Rance, elle est à la fois naturelle et à la fois artificielle. Certes, le barrage de la Rance est un accélérateur, un gros catalyseur par rapport à l'envasement. Il ne faut pas se voiler la face. Mais, je répète, un estuaire, ça s'envase. On peut pas, de toute façon, ça reste la nature. La nature, l'homme ne pourra jamais réussir à la gérer. Il faut se sortir cette idée-là de la tête aussi. On est partie prenante de la nature, on n'est pas gestionnaire de la nature. Et là, c'est faire le compromis entre pouvoir garder notre biodiversité en Rance et pouvoir aussi accueillir de la plaisance sur la Rance sans tous les risques liés aux échouages dus à la vase. On va descendre, on va tourner et on va aller vers la plage qui est un bien grand mot, mais toc. Tiens, Romain, on va mettre le pied là, on va regarder un peu. Alors, si vous voulez venir regarder là, j'ai courlis cendré, bernache, tadorne à gauche et un héron cendré. Tiens, vous l'entendez le courlis ?
la façon dont il crie. Et là, il s'envole. Donc c'est vraiment un cri d'alerte qu'on va avoir sur la vasière. Le v'là, le courlis. Celui-là. Tu vois bien, le bec, il est courbé vers le bas. Alors pourquoi il est courbé vers le bas et qu'il est tout fin, le bec? Ah, tu l'as dit, t'as dit le mot, pour aller piquer dans la... Alors, dans la vase, voilà. Et qu'est-ce qu'il va aller manger dans la vase? Voilà, il va aller manger des petits vers, des petits crustacés. J'en ai même vu un une fois qui était allé chercher le verre, qui a sorti le verre de la vase et qui allait au bord de l'eau pour aller le nettoyer avant de le manger. Ils sont très propres. Hein. La vase, souvent ce que je dis en animation, c'est que au terme marin, il y a des gens qui payent pour l'avoir sur le corps. Donc voilà. Quand je vois les enfants dans les groupes, des fois il y a les parents qui disent « Ah, tu t'es mis de la vase !» Ben non, je leur dis. Non, mais il y a des gens qui payent pour ça, vous savez. Et puis très cher. Hein. Enfin voilà. Donc la vase a du bon. Au niveau de la vision des gens, quand ils viennent dans mes animations, c'est pour voir des animaux. Donc on aborde le côté plus biodiversité, plus éthologique, comment ils se nourrissent. Enfin voilà, on n'aborde pas forcément le côté vase. Le courlis cendré qui est comme ça. Là, il est là. En fait, il est au niveau des algues. Ou alors dès qu'on va l'aborder, on va tout de suite parler bateau. Et le problème, c'est toujours pareil, c'est entre l'homme qui veut profiter de ses loisirs et le laisser faire au niveau de la nature. Des fois, le fossé est peut-être très important au niveau de la société, quoi. Au niveau de ce qu'on attend de notre environnement proche. Quand le barrage ouvre ses vannes, les oiseaux doivent quitter les vasières et trouver un lieu sûr où patienter jusqu'au prochain repas. Les îlots que forment les herbus à marée haute leur offrent un reposoir idéal. Ici, une végétation résistante aux immersions quotidiennes s'est installée. Dans une chronologie bien orchestrée, ces espèces colonisent la vase pour former de véritables prés salés. Elle, c'est l'astère maritime. Ce qu'elle aime, c'est avoir les pieds trempés chaque jour et prendre un bain complet aux grandes marées. Sur cet espace encore maritime, la plante offre une nourriture pour de nombreux insectes, venus des terres alentours. Entre deux univers, l'astère rythme la vie des petits habitants de ce champ iodé. À mesure que les racines se comblent de sédiments, ce lieu ensauvagé de l'estuaire se transforme rapidement. Sans troupeau d'herbivores pour créer un équilibre durable, les herbes comme le chien-dent prennent finalement le dessus sur les autres espèces de l'herbu. Le milieu devient alors définitivement terrien, tandis que sa biodiversité diminue. Ludovic Duval suit tranquillement cette évolution. Ben moi j'ai grandi ici, parce que ma maison de famille elle est là. Ma mère avait donc une toute petite ferme avec quelques vaches. Et de temps en temps, les vaches allaient sur le marais. Donc ouais, clairement j'ai vu ce milieu se refermer, quoi. L'association d'herbus du Bachan, elle a été créée il y a 3 ans. Elle est née d'une prise de conscience et d'une envie des riverains d'agir et d'apprendre sur ce milieu. Ok, merci d'être venu, même si tout le monde n'est pas encore là. Et puis pour ceux qui ne savent pas, en fait le principe c'est qu'on va couper, on dégrossit la débroussailleuse, après on ratisse, on met dans les brouettes, on va travailler sur la partie sur laquelle on a le moins travaillé depuis 3 ans là. Et où il y a un peu de matière à déplacer, mais beaucoup moins que les années précédentes, quoi. Ça a été laissé comme ça très longtemps en fait.
Vraiment, ça s'est très bien implanté, donc on essaie de couper vraiment au plus petit et de gratter pour rien laisser, quoi. Voilà, les travaux pratiques peuvent commencer. Super. En avant. Mais non, il peut pas. Le but est avant tout de faire découvrir ce lieu, de se le réapproprier. C'est se réunir autour d'un projet, d'une expérimentation, de voir l'évolution du milieu, d'être des témoins du milieu dans lequel on vit. Le but, c'est vraiment de nettoyer ce chien-dent qui envahit et qui étouffe tout. Tu vois, là on voit qu'il est assez clairsemé. Il est facile à couper. Alors que sur les parties où il est couché, on voit vraiment qu'il étouffe ce qui est en dessous. Donc le but étant de dégager l'espace de la mare, déjà dans un premier temps, pour permettre aux animaux de revenir. Et puis espérer faire ressortir ces plantes qui sont là, mais qui ont juste plus l'espace pour se développer, quoi. Nos actions, elles sont minimes, mais je pense qu'elles sont importantes quand même pour la connaissance du milieu. Les gens, ils se promènent sur le sentier de randonnée, mais ils vont rarement sur le marais. Ça ne fait pas partie des balades. Nous, ce qu'on voudrait, ça serait qu'ils puissent se poser et pouvoir observer, pouvoir apprendre sur ce site, quoi. C'est pas simplement du chien-dent et de la vase, quoi. Moi, je vais faire une dernière tournée. Ok. Il y a peut-être un crabe dedans, donc on va le laisser tranquille. Mais c'est pas que la marée elle monte. Parce que là, regarde l'eau. Avant, elle était... Bon, on ramasse de la vase. Et l'enjeu dans tout ça, c'est que les riverains de la Rance aient bien conscience qu'on ne peut pas figer cet espace. Et voilà. Ma fille voit bien l'envasement, elle constate, je lui explique ce que moi j'ai connu avant. Je ne sais pas lui dire à quoi ça ressemblera dans 20 ans. Est-ce qu'on aura une forêt devant nous? Est-ce que des moutons auront été introduits et puis nettoieront le chien-dent? Ce qui est sûr, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a cet envasement. Donc les parties où l'eau viendra vont diminuer. Mais après, il y a pas que ça, quoi. Il y a des espèces, il y a une biodiversité, et puis il faut savoir l'observer et puis la protéger. Dans l'espace artificiel de la Rance, un nouvel écosystème naturel s'est finalement installé. Mais encore faut-il le voir et réussir à se le réapproprier pour mieux l'accepter tel qu'il est aujourd'hui. La transformation accélérée de l'estuaire redessine une identité des lieux en constante évolution. Une temporalité obligeant ses habitants à toujours réinventer leurs liens avec cet environnement mouvant. En 2043, se terminera la concession du barrage. Et si l'exploitation de l'usine, devenue obsolète et peu rentable, s'arrêtait alors? Regrettera-t-on les paysages imposés par son activité? Se mobilisera-t-on pour sauvegarder les prés salés ou restaurer les plages disparues?